Bonjour à tous. Un simple morceau de tissu peut ouvrir des portes ou te les fermer sans un mot. On t'écoute différemment selon ce que tu portes. Et pourtant, l'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas le moine est un proverbe très connu en français. Il rappelle que les apparences peuvent être trompeuses. Un vêtement ne prouve ni la vertu ni la compétence d'une personne. Porter une robe de moine ne suffit pas pour vivre comme un moine. Le proverbe invite à ne pas confondre le costume et la réalité intérieure. L'idée est plus ancienne que la forme française du proverbe. Dans le monde gréco-latin, on trouve déjà des mises en garde contre l'apparence. Une formule latine célèbre dit « Barbanum facit philosophum ». La barbe, signe extérieur de sagesse, ne suffit pas à faire un philosophe. Ces maximes antiques posent déjà le cœur du problème. Ne pas juger sur le vêtement. Un épisode célèbre associe aussi l'habit de moine à une ruse politique. En 1297, François Grimaldi cherche à reprendre la forteresse de Monaco. Les murs sont puissants, l'attaque frontale est impossible. Grimaldi se déguise alors en moine franciscain. Il demande l'hospitalité pour la nuit aux gardes du rocher. Une fois à l'intérieur, il ouvre les portes à ses hommes armés. La forteresse tombe par la ruse d'un faux moine, pas par la sainteté d'un vrai. Sur les armoiries de Monaco, 2 moines armés rappellent encore cet épisode. Des historiens et vulgarisateurs rapprochent volontiers cette scène du proverbe. Il reste prudent. Ce n'est pas forcément l'origine directe, mais un symbole fort. Au Moyen Âge, la littérature reprend et transforme ces idées en proverbes. Un fabuleux attribué à Rudebeuf commence par « L'iabis ne fait pas l'ermite ». L'habit ne fait pas l'ermite, la formule est déjà très proche du proverbe moderne. Des recueils de proverbes médiévaux enregistrent ce dicton monacal. Plus tard, le roman de la Rose joue aussi avec la relation entre l'habit et la réalité morale. Le Moyen-Âge voit donc se fixer un motif. Le vêtement religieux peut être un masque. Au XIXe siècle, le proverbe plaît beaucoup aux écrivains réalistes. Honoré de Balzac commente que sa vérité est surtout applicable à la littérature. Pour lui, le style et l'image publique d'un auteur ne révèlent pas forcément l'homme réel. Alexandre Dumas lui détourne le proverbe avec humour. Il écrit par exemple « Si l'habit ne fait pas le moine, l'habitation fait l'habitant ». La formule devient un terrain de jeu pour les écrivains entre morale et ironie. Le proverbe sert aussi à critiquer les hiérarchies sociales de l'Ancien Régime. On rappelle que le luxe du costume ne garantit pas la noblesse du cœur. Aujourd'hui, les médias l'emploient pour commenter l'image des responsables politiques. Des chercheurs l'utilisent pour analyser l'uniforme du juge, du policier ou du prêtre. Dans la culture populaire, on le détourne parfois
Un cartoon de Tom et Jerry s'intitule L'habit fait le moine. Le titre joue ironiquement avec le proverbe pour parler de séduction et de costume. Du latin au fabliau, de Rabelais aux médias modernes, le proverbe a traversé les siècles. Il a cheminé chez les papes, les juristes, les poètes, les romanciers et les caricaturistes. Toujours pour rappeler une vérité simple. Le vêtement influence le regard, mais il ne dit pas toute la personne. L'habit ne fait pas le moine, mais le proverbe nous invite à regarder plus loin que le tissu. Et dans nos vies d'aujourd'hui, c'est encore une question à se poser chaque premier regard. Et maintenant, passons à l'épisode du podcast aujourd'hui. Alors, figure-toi que je suis tombé sur un truc assez fascinant l'autre jour. Ah oui, Un débat en ligne. Et là, quelqu'un qui balance que l'expression « l'habit ne fait pas le moine », c'est, et je cite, « la plus grosse ânerie de la langue française ». ah ouais, carrément. C'est une affirmation assez forte. Complètement. Pour cette personne, en gros, tu regardes les fringues de quelqu'un, sa voiture, Ses habitudes, exactement, tu peux deviner quasi à coup sûr son profil, ses opinions politiques, et même si la personne lit des livres. C'est d'une assurance assez déconcertante, non ? oui, et c'est justement cette certitude qui est intéressante. Aujourd'hui, on va se pencher là-dessus, sur cette fameuse expression. Est-ce que c'est une sagesse intemporelle, une invitation à la prudence Ou juste un cliché complètement dépassé. Voilà, surtout aujourd'hui, à l'ère des codes vestimentaires hyper précis, des identités qu'on se construit en ligne, où chaque choix est un signal en fait. Pour mener l'enquête, on a un dossier assez varié. On part de cette discussion très animée sur Reddit. Ensuite, on va plonger dans des articles historiques sur les origines du proverbe. Et c'est assez surprenant. D'accord. Et on finira avec des études en psychologie qui viennent tout complexifier. Notre mission, du coup, c'est de dépasser le simple constat, de comprendre les tensions derrière ce dicton, d'où il vient, ce qu'il cache et surtout comment il résonne aujourd'hui dans un monde où, paradoxalement, on n'a peut-être jamais autant utilisé l'apparence pour dire qui on est. Ou qui on veut être ? Ou qui on veut être exactement. D'accord, alors en plonge direct, la thèse provocatrice. L'habit fait le moine. L'utilisateur, qui s'appelle Grolukun, il dresse des portraits robots, mais c'est savoureux. Vas-y, raconte. Par exemple, il dit « col roulé noir plus des Stan Smith ». Ah oui, le fameux combo. C'est un étudiant en école de commerce ou en droit. Et il ajoute, je cite, « quelqu'un qui a un certain amour de l'argent ». C'est précis, hein. C'est plus qu'un style. C'est un marqueur social très fort pour lui. C'est l'uniforme non officiel d'une certaine ambition, en fait. C'est ça, et ça continue. Autre exemple, grosse barbe mal entretenue, un certain embonpoint. L'ingénieur informaticien. Exactement, le nerd ou le fan de Warhammer. Et mon préféré, des tennis Veja, un jean 501 droit et un tote bag. Alors là, je vois venir. Le bobo. Le gros bobo responsable de la gentrification. Voilà. Il conclut en disant que même s'il y a des exceptions, ça se vérifie dans 90% des cas. Un autre commente, les clichés sont des clichés pour une bonne raison, ils fonctionnent. Oui, sauf que ce qui est fascinant, c'est que la discussion, elle ne valide pas du tout cette idée. Ah, ça a réagi ? Ah, mais c'est une avalanche de contre-exemples. Ça vient dynamiter toutes ces certitudes. On a un utilisateur, Cobra Pirate de l'espace. J'adore le pseudo.
Il dit correspondre parfaitement au stéréotype de l'étudiant en commerce, mais il se décrit comme un socialiste extrême qui rêve de finir sa vie dans une ferme avec des chèvres. Le décalage est total. Total. Il n'est pas le seul, loin de là. Une utilisatrice, Nenuphar2, explique qu'elle est professeure, D'accord. expression personnelle, et lue par les autres comme un signe d'appartenance à un groupe qui lui est complètement étranger. Ça me fait penser à un truc d'ailleurs. Mon tout premier entretien d'embauche, j'avais mis un costume, mais ça n'allait pas du tout. Tu te sentais déguisé ? Complètement. Comme un gamin dans les vêtements de son père. Je voulais projeter l'image du jeune cadre dynamique, mais impossible d'être naturel. L'habit faisait peut-être l'employé modèle en théorie, mais il défaisait complètement ma personnalité. C'est une très bonne image. Et un autre point qui est soulevé dans le débat, c'est l'uniformisation dans le monde pro. Le costume, justement. Oui, c'est vrai. Comment deviner, en voyant deux cadres en costume cravate, lequel vote à gauche, lequel était un rasta fumeur de joint 10 ans plus tôt? L'uniforme, il est fait pour ça, effacer les individualités. Donc le proverbe, au fond, Il ne dit pas que toutes les apparences sont trompeuses, il nous met en garde. Il dit juste « faites gaffe », parce que le risque d'erreur est permanent. C'est une invitation à la prudence. et c'est là que la discussion a vraiment basculé. On est passé du style vestimentaire au sens plus profond du dicton. Ce n'est pas juste juger un bobo sur ses chaussures. Non, C'est le décalage entre l'apparence de la vertu, de la compétence et la réalité. D'ailleurs, son ancêtre latin, c'était ça. Barba non facit philosophum. la barbe ne fait pas le philosophe. Exactement. Porter une barbe comme les stoïciens ne vous donne pas leur sagesse. C'est ça. Et cette idée de fausse vertu, d'imposture, ça nous amène directement aux origines historiques du proverbe. Il y a 3 hypothèses principales et tout tourne autour de ça. La tromperie. Ah, je suis curieux de voir ça. La première nous ramène au XIIIe siècle. À l'époque, beaucoup d'abbés sont très riches et ça attire des opportunistes. Des gens entrent dans les ordres non par foi mais pour... Profiter du système. Voilà, le confort, la nourriture, la sécurité, mais sans suivre les règles. Et le pape Grégoire IX aurait utilisé une formule similaire pour les dénoncer. En gros, ce qui fait le moine, ce n'est pas de porter l'habit, c'est l'observation de la règle. On voit ça encore aujourd'hui, non? Les entreprises avec leur logo vert et leurs beaux discours. Le greenwashing. C'est ça. L'habit de l'écolo qui ne fait pas l'entreprise vertueuse. C'est la même logique. C'est une parfaite analogie. La deuxième origine est encore plus folle, plus romanesque. On est en 1297 à Monaco. D'accord. Un certain François Grimaldi veut prendre la forteresse, mais elle est imprenable. Alors il a une idée de génie. Il se déguise, lui et ses hommes, en moine franciscain. Sérieux, hein? Oui. Il se présente à la porte le soir et il demande l'asile pour la nuit. Les gardes voient ces pauvres hommes de Dieu, inoffensifs, ils ouvrent sans se méfier. Et là? Et là, les moines sortent les épées cachées sous leurs robes, ils massacrent la garnison et ouvrent les portes à leur harnais. C'est incroyable d'audace. Et le plus dingue, c'est que les armoiries de Monaco, c'est encore aujourd'hui 2 moines avec des épées Exactement. en souvenir de cette ruse. L'habit n'a pas fait le moine, mais il a fait une dynastie. Là, l'habit, c'est une arme psychologique, en fait. Il inspire la confiance pour mieux la trahir. Absolument. Et la troisième hypothèse, c'est de la fraude judiciaire au XIVe siècle. À l'époque, il y a 2 justices, celle du roi, très sévère, et celle de l'Église, plus clémente. Ok, Et donc des criminels, des voleurs, des meurtriers. Juste avant leur procès, ils se faisaient tondre le crâne comme des clercs et enfilaient un habit religieux. Le but ? Être jugé par un tribunal ecclésiastique et échapper à la potence. L'expression serait née là, pour dénoncer cette supercherie. donc
Qu'on parle de cupidité, de guerre ou de crime, le fil conducteur, c'est le même. L'habit n'est pas qu'un vêtement. Non, c'est un symbole. Un symbole puissant de piété et de paix, qui est détourné pour masquer une intention radicalement opposée. On est au cœur du décalage entre l'être et le paraître. C'est tout à fait ça. Mais ce qui est fascinant, c'est que la science moderne se demande si le paraître ne finit pas par influencer l'être. Autrement dit, si l'habit ne fait pas le moine, est-ce qu'il ne pourrait pas en fait influencer le moine? Attends, ça c'est complètement contre-intuitif. On pense que notre identité, elle est à l'intérieur et que nos vêtements, c'est juste un emballage. Et si l'emballage modifiait le contenu? C'est ça l'idée? C'est l'idée derrière un concept en psychologie qui s'appelle enclosed cognition. On pourrait traduire ça par cognition vestimentaire. C'est une théorie de 2012. D'accord. L'idée, c'est que les vêtements qu'on porte, et surtout la signification symbolique qu'on leur attache, modifient nos processus cognitifs et notre comportement. C'est une sorte d'amorçage psychologique. Mais comment est-ce qu'on teste un truc pareil scientifiquement? Ça me paraît un peu abstrait. Ce n'est pas juste un effet placebo, genre je porte une blouse donc je me sens plus intelligent. C'est une excellente question, et les chercheurs y ont pensé. L'expérience la plus célèbre, c'est celle de la blouse blanche. Ils ont donné une blouse identique à 3 groupes de personnes. Ok, 3 groupes. Au premier groupe, on dit c'est une blouse de médecin. Au deuxième, on dit c'est un manteau de peintre. La même blouse. La même, exactement. Et le troisième groupe, il voyait simplement une blouse de médecin posée sur une chaise à côté de lui. D'accord. Et le résultat? Le résultat est sans appel. Seuls les participants qui portaient la blouse de médecin ont montré une attention accrue et ont fait beaucoup moins d'erreurs dans des tests. Ni ceux avec la blouse de peintre, ni ceux qui voyaient juste la blouse. C'est fou. Donc, ce n'est pas le vêtement lui-même. C'est la combinaison des deux. Le porter physiquement et y associer un symbole fort. Ici, la rigueur du médecin. Précisément. L'habit ne crée pas la compétence, mais il active des capacités qui sont déjà là. C'est exactement ça. Et ça marche aussi avec un costume, hein. Des participants en tenue formelle se sentaient plus puissants, prenaient des décisions plus audacieuses. Ils pensaient de manière plus globale, plus abstraite que ceux en vêtements décontractés. Le vêtement active un rôle social et notre cerveau s'adapte pour jouer ce rôle. Alors, si on revient à notre histoire de François Grimaldi. Oui. Son déguisement de moine n'a pas seulement trompé les gardes. Ça l'a peut-être aidé lui et ses hommes à se sentir plus audacieux, plus légitimes dans leur ruse. L'habit aurait agi sur l'imposteur lui-même. C'est une connexion très pertinente. En endossant l'habit, il n'a pas seulement endossé un déguisement, il a aussi endossé une part de l'autorité morale, de l'innocence perçue du moine. Et ça a pu renforcer sa propre conviction. Et sa performance d'acteur, oui. L'habit ne fait pas le moine, mais il aide à jouer le rôle du moine de manière plus convaincante, pour les autres et pour soi-même. Et cette idée de pouvoir transformateur du vêtement, on la retrouve ailleurs. En allemand, il y a un proverbe très connu qui dit « Kleider machen Leute ». Les habits font les gens. C'est ça. Et en anglais, on a « Clothes make the man ». L'habit fait l'homme. C'est l'exact opposé de notre dicton français, qui est presque une exception culturelle dans sa méfiance. On se retrouve donc avec une tension fascinante. D'un côté, une sagesse populaire qui nous met en garde contre les jugements hâtifs, contre l'hypocrisie. Et de l'autre, une réalité psychologique, culturelle, qui reconnaît que les vêtements ont un pouvoir sur comment les autres nous voient et sur comment on se voit et on se comporte nous-mêmes. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? On est parti d'un débat sur les stéréotypes du bobo ou de l'ingénieur pour découvrir que l'habit ne fait pas le moine. C'est une mise en garde bien plus ancienne et profonde contre l'imposture, qu'elle soit religieuse, militaire ou judiciaire.
Et la psychologie moderne vient apporter une nuance essentielle qui réconcilie un peu les deux. Si l'habit ne définit pas le moine de manière absolue, il peut l'influencer. L'identité, ce n'est pas un truc figé à l'intérieur de nous, c'est une danse constante. Entre ce qu'on est et ce qu'on projette. Exactement, entre ce qu'on est à l'intérieur, ce qu'on montre à l'extérieur et la manière dont cette projection nous affecte en retour. Ça me rappelle une citation géniale de la discussion en ligne. C'est un prof de philo qui disait à ses élèves « On est bien obligé de juger sur les apparences, car il n'y a que ça. » C'est d'une vérité assez terrible cette phrase. Oui, au début en tout cas, on n'a accès qu'à la surface des gens. Et c'est ça qui pose la question finale, celle qui nous concerne tous au quotidien. Si les apparences sont notre premier et parfois notre seul point de contact avec les autres, comment on navigue, comment on fait la part des choses entre la nécessité de se faire une première idée pour interagir et la sagesse de ne jamais s'y fier aveuglément? C'est peut-être ça le vrai défi de ce vieux proverbe. Il ne nous donne pas de réponse. Non, mais il nous oblige à nous poser la question à chaque nouvelle rencontre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, activez la cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Regardez aussi nos vidéos précédentes.